serai mieux là. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à l'organisation de la Cloud Week de me permettre de m'exprimer cet après-midi. Effectivement, l'objectif pour moi, c'est de partager avec vous certains éléments autour de l'intelligence artificielle, des analytiques avancées et plus particulièrement de l'impact du cloud autour de tout cela. Et c'est de partager avec vous ce qu'on a vu et ce qu'on a observé comme constituant un avantage et un actif compétitif autour de l'IA et de l'analytique avancée sur le cloud. Donc pour me présenter, Romain Foix, je suis en charge des opérations chez Dataiku. Pour les nombreux d'entre vous qui ne connaissent probablement pas la société Dataiku, on est éditeur logiciel. On fournit une solution qui permet de créer, déployer et superviser des projets d'analytique avancée et d'intelligence artificielle. On est une société d'à peu près 300 personnes aujourd'hui, entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Asie-Pacifique, avec à peu près 200 clients. Et on a la chance de travailler avec des clients depuis 6 ans sur un peu toutes les industries et à tous les niveaux de maturité. On travaille avec des General Electric, avec des Unilever, avec des BNP et avec des équipes qui vont de 2 à 2000 utilisateurs pour la création et l'exécution de projets d'IA et d'analytique avancée. Ça nous a permis d'observer et de comprendre au cours des 6 dernières années comment les choses avaient évolué, comment beaucoup d'éléments ont été radicalement transformés par la maturation des technologies autour du cloud. Pour illustrer cela, une des grandes questions qu'on s'est posées et qu'on nous pose souvent, c'est quelle est la stratégie IA, la stratégie analytique avancée qu'il faut que je développe. Peut-être un premier point, c'est de se mettre d'accord sur la terminologie. Qu'est-ce qu'on entend par IA? On a un peu tous les termes qui se collisionnent entre IA, machine learning, analytique avancée, etc. Pour tous se mettre d'accord, pour moi, l'IA, on va dire l'IA en entreprise, dans sa définition la plus simple, c'est parler de l'amélioration de processus métiers par l'utilisation de grandes quantités de données. Donc on peut remonter ça au XVIIe siècle quand les assureurs ont commencé à faire ça avec des grandes tables de mortalité. Aujourd'hui, la donne a un peu changé en termes de volume qui peuvent être traités. Et donc l'IA, c'est au sens très large cette capacité à améliorer les processus métiers, un peu indépendamment du spécifique, que ce soit du deep learning, des régressions linéaires ou même des technologies encore plus simples. Donc une fois qu'on est d'accord sur cette définition, la question qu'on nous pose souvent et qu'on a observé, c'est comment est-ce qu'on définit une maturité en termes d'intelligence artificielle et surtout, qu'est-ce qui permet à une entreprise de se créer un avantage compétitif autour de ces sujets-là? Une des approches assez fréquentes, c'est de se demander si c'est l'accès au matériel. Pendant longtemps, les technologies d'IA nécessitant des capacités de calcul relativement importantes, l'élément principal constitutif de l'avantage compétitif, c'était la capacité d'investissement dans le matériel. Il y avait uniquement des grandes agences gouvernementales ou des grandes multinationales qui étaient capables de se payer le matériel. Aujourd'hui, le téléphone que vous avez dans la poche a une capacité de calcul qui est supérieure à celui de la NASA quand on envoyait les gens sur la Lune. C'est quand même dire à quel point la capacité de calcul a augmenté. Et au-delà de la simple existence de la capacité de calcul, c'est sa mise à disposition qui a été radicalement transformée. Si vous sortez votre carte de crédit, pour 8 $ par heure, vous avez une capacité de calcul équivalente à la somme des 500 plus gros supercalculateurs de 1998. Donc aujourd'hui, c'est non seulement l'existence de la capacité de calcul, mais sa mise à disposition sous des modalités extrêmement simples qui permettent à toutes les entreprises, indépendamment de ce qu'elles sont et de où elles en sont, de faire de l'analytique avancée sur ces capacités de calcul. Donc ça veut dire que ce qui était anciennement un gros avantage compétitif, avoir des data centers, avoir des supercalculateurs, ne l'est plus. Donc si ce n'est pas le hardware qui est l'avantage compétitif, est-ce que c'est la technologie? Il n'y a encore pas si longtemps que ça, le premier pas d'une stratégie donnée était de se dire je vais mettre en place un cluster Hadoop. Donc, la société Dataiku date de 2013, c'était au moment de l'essor d'Hadoop, et donc on voyait la mise en place d'un data lake comme étant le gros avantage compétitif à mettre en place. Ça c'était en 2013. À partir de 2014-2015, on a commencé à parler de moins en moins d'Hadoop et plus à parler de Spark. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les grandes distributions Hadoop, Mapper, Cloudera ou Horton ont quand même été radicalement transformées avec une fusion et un dépôt de bilan. Donc on a parlé de Spark à partir de 2015, qui était la nouvelle technologie. Donc est-ce que être mature et avoir un avantage compétitif, c'est avoir un cluster Hadoop ou avoir un cluster Spark? Maintenant, tout le monde ne parle plus que de serverless ou de Kubernetes pour la distribution des calculs. Donc on se rend compte que la technologie elle-même n'est plus non plus quelque chose de pérenne, n'est pas un actif d'entreprise pérenne, ça devient un consommable et donc n'est plus un actif
qui fournit un avantage compétitif. Puisque finalement, aujourd'hui, encore une fois, n'importe qui avec une carte de crédit peut avoir à sa disposition un cluster de calcul pour faire de l'analytique avancée et de l'intelligence artificielle. Donc ce n'est pas le hardware et ce n'est pas la technologie elle-même non plus. Une des questions, c'est est-ce que ça peut être la donnée? Et pendant longtemps, on a parlé de la barrière à la capacité à faire de l'IA, de la donnée. On n'avait pas les données disponibles, on n'avait pas les données qu'il fallait, donc on ne pouvait pas le faire. Là aussi, les choses ont quand même beaucoup évolué. Quand on regarde les statistiques, il y a une étude qui a été publiée récemment et qui dit que 90% des données existantes dans le monde aujourd'hui ont été créées ces 2 dernières années. Donc si on se projette, ça veut dire que les données qui existent aujourd'hui ne sont que 10% des données qui existeront dans 2 ans. Donc là aussi, la donnée n'est pas l'avantage compétitif en elle-même. Le stock de données que vous avez sur place n'est pas un avantage compétitif en elle-même, puisque la donnée est devenue inconsommable, comme le hardware est devenu inconsommable, comme la technologie est devenue inconsommable. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entendait à une époque de « je n'ai pas les données pour faire de l'analytique avancée ». Aujourd'hui, je n'entends plus personne dire « je n'ai pas de données ». À la limite, je ne sais pas comment les exploiter, je ne sais pas quelle est la bonne façon de le faire, mais ce n'est pas « je n'ai pas de données ». Tout le monde a des données dont il est capable de tirer de la valeur qu'il ne tire pas aujourd'hui. Donc si ce n'est pas le hardware, que ce n'est pas la technologie et que ce n'est pas la donnée, qu'est-ce qui constitue l'avantage compétitif ? Je pense qu'on a atteint un niveau de maturité sur les technologies cloud, la mise à disposition des infras, la mise à disposition du soft, la mise à disposition des données, qui font que l'actif qui reste, et l'actif principal, maintenant, c'est l'actif intangible de la capacité de l'organisation à valoriser tout cela en produisant des modèles qui ont un impact. Donc en réalité, on est passé d'un mode où ce qui était important, c'était d'avoir la machine de production, à un mode où ce qui est important, c'est d'avoir l'orchestration entre les différentes compétences, entre les acteurs métiers, entre les acteurs données, entre les acteurs de l'IT, et de leur permettre de travailler ensemble pour être capable de réaliser les projets et les produits donnés qui vont créer de la valeur dans les processus métiers. Je peux vous donner un exemple. C'est l'exemple de GE Aviation. Donc GE Aviation, c'est une société qui a effectivement beaucoup de données, mais qui n'est pas une société de données. Leur métier, c'est de produire des moteurs d'avion. Ils sont basés aux États-Unis, ils produisent des moteurs d'avion pour tous les grands avionneurs. Et il y a quelques années, ils ont décidé de lancer une grande initiative pour être capables de mieux intégrer les initiatives données dans la façon dont ils opèrent au quotidien. Au cours des 2 dernières années, ils ont formé 2000 personnes aux outils qui permettent de faire de la production de projets de données, d'IA très avancés à des éléments potentiellement relativement simples. 2000 personnes en couvrant tous les métiers. Les ingénieurs, qui étaient plutôt des gens qui faisaient des analyses pour savoir, des analyses statistiques pour voir comment réagissaient les moteurs d'avion, les personnes de la finance, qui étaient plutôt des gens côté finance, des gens côté Excel, des personnes qui étaient plutôt dans la logistique, qui étaient assez dans la BI, de regarder instantanément quelle est la situation et qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc former très largement, mettre à disposition une plateforme et les moyens d'accès à la donnée telle qu'elle existait à l'époque et telle qu'elle évolue plus tard. Et aujourd'hui, en l'espace de 2 ans, ils ont produit plus de 500 projets en production, plus de 2000 projets au total, donc des projets one-off au quotidien, à peu près 1500, et 500 projets qui ont été intégrés dans les systèmes de production. Donc ce qu'a construit aujourd'hui GE Aviation, ce n'est pas en soi une plateforme, ce n'est pas en soi des données, ce n'est pas en soi des projets, ce n'est pas chaque modèle individuel qui a de la valeur, c'est la capacité de générer un nouveau projet en production tous les jours ou tous les jours et demi, un nouveau dataset de référence tous les 3 jours, et à la limite, de le faire aussi indépendamment que possible de la technologie qui est choisie. Parce que finalement, maintenant, la technologie évolue tellement vite que la technologie est non seulement plus un actif de votre capacité à exécuter, mais c'est quasiment immédiatement un passif. C'était évoqué précédemment. À partir du moment où vous avez une nouvelle technologie, ce que vous créez, c'est une barrière à la capacité à adopter la nouvelle technologie de dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans qui vous permettra de faire encore mieux. Donc ce sont les grandes tendances qu'on a observées de sociétés qui, plutôt que d'attaquer la problématique de l'IA par l'approche purement technologique, l'attaquent par l'approche plus organisationnelle, de réfléchir à structurer l'intégralité des opérations
et de tisser ça autour de la donnée pour permettre aux différentes expertises de délivrer les projets d'IA. Ce qu'on observe aujourd'hui finalement, c'est que ces sociétés qui sont les plus matures et qui ont réussi autant que possible à faire cette intégration entre process métier et process données, se posent la génération suivante de questions, qui est la question plus globale de la gouvernance et de la pérennité des projets comme cela. Gouvernance, parce qu'à partir du moment où vous donnez à des milliers de personnes dans votre organisation l'accès à de la donnée, à des projets, à un impact sur les processus métiers grâce à la donnée, vous avez des problématiques de gouvernance très importantes qui se posent. Qui fait quoi? De quelle manière? Plus vous avez d'IA, plus vous avez d'analytique avancée qui va avoir un impact sur des dizaines, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires ou sur des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, plus il est important de comprendre quelle décision est prise, par quoi, comment, par qui, d'où vient le modèle, comment il a été exécuté. Et de ne pas laisser la shadow AI, en quelque sorte. On parle beaucoup de shadow IT quand on dit il y a 2 traitements de texte différents qui sont utilisés dans 2 services différents et c'est un problème. On parle finalement aujourd'hui encore peu de la shadow AI, entre guillemets, qui est d'avoir des équipes qui développent séparément chacune de leur côté des modèles qui ont des impacts métiers forts et sur lesquels on a peu de compréhension de gouvernance dans la durée. Donc cet aspect de gouvernance, il y a un aspect sur lequel les sociétés développent des organisations et à mon avis un actif différencié important. Et le deuxième, c'est l'aspect de durabilité, c'était ce qui était évoqué dans l'intervention précédente notamment. Comment ne pas transformer l'agilité qui sont offertes par les technologies disponibles aujourd'hui en un lock-in encore plus important que ce qu'on avait précédemment. À partir du moment où l'IA et l'analytique avancée devient complètement intégrée à votre façon d'opérer dans tous les éléments et dans tous les processus de votre métier, la dépendance à un fournisseur unique, quel qu'il soit, devient un risque encore plus important. Et donc, comment essayer de découpler autant que possible la technologie de la donnée du processus métier est une des questions majeures et un des points centraux sur lesquels les clients les plus avancés ont tendance à avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je ne l'ai pas dit, mais votre société est a réalisé une super levée de fonds et un des grosses startups françaises qui se développe beaucoup à l'export. On se développe oui, beaucoup à l'export, beaucoup aux États-Unis. Et la levée de fonds, on a eu une belle levée de fonds en décembre dernier, effectivement, voilà. Une centaine de millions de dollars, mais ça n'est que mettre la barre encore plus haut sur les attentes en termes d'exécution sur les années qui viennent. Bravo à vous. Merci beaucoup.